Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Twitch de la Garde de Nuit, la communauté francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Je suis Nymphadora. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aemon, je suis avec John Salut. et avec Yoda. Bonjour. Alors, on vous souhaite à tous la bienvenue. Et on est ravis de tous vous voir. Donc, pour rappel, les manuscrits de Mestre Aemon, c'est notre émission club de lecture. On va débriefer d'un livre qui s'appelle Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Et avant ça, on va vous parler de plein d'autres trucs. Le temps de faire venir les gens qui n'ont pas encore eu leur petite notif pour nous rejoindre. Et on va peut-être commencer direct par l'annonce du prochain livre qu'on va lire, parce que vu que c'est une émission mensuelle, tous les mois, on annonce un nouveau livre. Et donc, Yoda, vas-y, dis-nous tout. C'est parti. Donc pour le mois prochain, on va lire Les Enfants du passé de Luce Basseterre, qu'on a choisi d'abord parce qu'on l'a tous les trois, ce qui est déjà pas mal, et puis parce que c'est de la SF, et après 2 mois où on vous a parlé plutôt fantasy, on va partir sur quelque chose d'un peu différent avec de la science-fiction. Donc pour vous parler rapidement du livre, sans spoiler, vu que de toute manière je ne l'ai pas lu, je ne peux pas spoiler, c'est du space opéra qui se passe donc dans le futur, et dans lequel on va suivre un personnage donc, qui s'appelle Jael, qui a un vaisseau spatial et qui va acheter un esclave qui va vouloir libérer, mais cet esclave, lui, ne veut pas être libéré. Et à partir de là, ça lance une intrigue mystérieuse. Voilà, donc du space opéra, donc forcément dans l'espace. De ce que j'ai un peu lu à droite et à gauche, c'est une histoire qui prend son temps, mais qui a quand même des rebondissements. Et j'avoue, j'ai un peu hâte de le lire, ce livre, parce qu'il nous a été recommandé par une personne qui nous avait recommandé l'année dernière After, Dorian Velten, et qui finalement a plu à tout le monde comme livre. Donc du coup, je me dis, on va voir si cette personne elle a toujours des bons goûts, et est-ce que ce livre va continuer à plaire à tout le monde. Donc c'est prévu pour le mercredi 17 août à 21h. Et on espère que vous serez présents pour ce nouveau livre. Voilà. On va passer maintenant à la suite de notre émission avec nos recommandations de nos lectures de ce mois-ci. Nympha, qu'est-ce que tu as lu de beau ce mois-ci ? Alors, moi, ce mois-ci, il y a un livre que j'ai plutôt aimé, qui s'appelle La princesse sans visage, d'Ariel Holzel. Désolée, je dois écorcher son nom, mais Holz, Holzl. Voilà. C'est un bouquin assez young adulte qui prend qui prend vraiment le parti de faire vraiment dans le classique young adulte entre guillemets, parce qu'on est sur une histoire où il y a une nana qui se retrouve dans une compétition pour devenir reine. Et donc elle est en compétition avec d'autres nanas, et elles vont elles sont toutes fées, et elles veulent le royaume de l'automne dans le monde des fées. Et tout ça c'est organisé par les 3 autres reines fées pour remplacer le roi qui est décédé. Donc voilà, il va y avoir des trahisons, des coups bas, et des jolies robes aussi, parce que on est quand même vraiment à Donf dans ce genre de young adulte assez typé. Enfin, on en trouve plein en ce moment de ce genre de bouquins qui et en fait, moi, c'est un truc, j'avoue tout, c'est quelque chose que j'adore. C'est un gros, c'est un peu un gros bonbon, ce genre d'intrigue. Et alors là, l'avantage par rapport aux autres, c'est que c'est très bien écrit. Ariel Holtz, il a vraiment une très jolie plume. Et en plus de ça, l'univers en soi qui est développé est vraiment super évocateur.
C'est vraiment plein d'évocations de contes de fées, notamment. Tu as des labyrinthes végétaux, des ronces, des trucs partout. Là. Vraiment, on est à la croisée de La Belle au bois dormant, de La Belle et la Bête, de tous de toutes ces évocations de contes, mais avec un côté un peu dark, un côté un peu twisté, qui fait que c'est super agréable de découvrir le monde. Et en plus de ça, il y a des tonnes de références à Shakespeare, et moi j'adore Shakespeare, donc voilà. Et alors vraiment, mais du coup ça se lit mais à une vitesse folle, et j'ai trop hâte de lire la suite, quoi. En plus, bon, t'as des histoires de trahison et tout, mais d'un autre côté, les personnages sont quand même moins clichés que ce qu'on a souvent dans ce genre de romans. Elles ont quand même plus de profondeur. T'as un poil de sororité entre les différentes compétitrices. Et voilà, il y a quand même, il y a quand même un peu plus de densité. Enfin, disons que c'est du classique, mais du très très bon classique. Et toi, Yoda, tu nous recommandes quoi ce mois-ci? Ah ben moi, je suis partie aussi sur Ariel Holz. Holz. Oh, c'est pas très facile à prononcer, mais sur le premier tome des Sœurs Carmine, Le complot des corbeaux. C'est pas young adulte, c'est plus jeunesse pour le coup, et c'est l'histoire de trois sœurs qui habitent dans une ville fictive qui s'appelle Grisaille, et elles vont se retrouver un peu malgré elles en fait au milieu d'intrigues politiques dans la ville, parce que la ville est divisée en différentes factions qui essayent de prendre le trône, enfin ça se bataille un peu. Elles ont rien demandé à personne, elles ont juste envie de vivre leur petite vie tranquille, parce que bon, elles sont orphelines et elles crèvent de faim. Et, et en fait, la fille du milieu, donc, puisque c'est surtout elle qu'on suit sur ce tome-là, qui est une voleuse, a volé par erreur une petite cuillère. Et la ville entière essaye de mettre la main sur cette petite cuillère. Donc, c'est quelque chose qui est très drôle. Vraiment, c'était un livre très très drôle, parce que je pensais que bon, ça allait être un peu bateau, une histoire jeunesse, tout ça. Mais en fait, c'est très décalé. La ville, elle est vraiment super fun. Il y a de l'absurde, du glauque. Et du coup, je me demande si c'est pas vraiment en fait pour les enfants en fait, parce que il y a des moments c'est pas hyper simple pour des enfants, mais en même temps je pense qu'ils doivent pas trop voir toutes les références que nous en tant qu'adultes on a, et donc en fait ça fait quelque chose qui est très agréable à lire, disons début collège. Voilà. Mais en tant qu'adulte, on peut vraiment apprécier parce que vraiment c'est drôle. On s'amuse beaucoup. Ça a un petit côté Tim Burton en fait, avec cette ville complètement décalée. Et ces trois filles qui, à côté de là, sont aussi très très décalées. Voilà. Donc c'est un premier tome. L'intrigue de ce tome, elle est terminée. Donc si jamais vous voulez vous arrêter à la fin de ce tome, il n'y a pas de souci. Mais sinon, après, il y a deux autres tomes qui suivent les deux autres filles de la famille. Mais vous pouvez vous arrêter à la fin de ce premier tome si vous voulez. Voilà, c'est ma recommandation. Et moi, je vais pas vous faire de recommandations ce mois-ci parce que le livre que j'ai le plus aimé, c'est en fait la suite du livre que j'ai recommandé le mois dernier, qui était aussi très bien, mais du coup j'en ai déjà fait des tartines la dernière fois, c'est peut-être pas la peine de recommencer. Voilà, je suis en train de lire Les Sœurs Carmine aussi en ce moment, et effectivement je suis assez d'accord avec Yoda, c'est assez sympa, mais tous les gens qu'on connaît qui ont lu ont plutôt bien aimé, c'est plutôt carton plein pour l'instant, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et du coup, bah, on va vous parler du livre de ce mois-ci, She Who Became the Sun, celle qui devint le soleil, en français, de Shelley Parker Chan. Traduit en français, j'ai pas du tout noté qui avait traduit, donc Yoda, tu nous diras, parce qu'il n'y a que toi qui l'as lu en français, je pense. T'as le temps de... Vas-y, tu retrouves pendant que je présente le C'est bon, livre. j'ai la personne qui a traduit. Vas-y, C'est dis-nous. Louise Malagoli. Voilà, donc traduit par Louise Malagoli, qui est un livre qui se passe dans, en gros, la Chine du XVIe siècle. 16e siècle, je vérifie les années, mais c'est ça, c'est 1530 des poussières.
et où on suit globalement une jeune fille qui est fille de paysan pendant une sécheresse et qui décide d'échapper à son sort. En gros, je pense que c'est pas du spoil de dire qu'au tout début, il y a un voyant qui lui prophétise son futur, ça sera rien du tout, et qui prophétise à son frère plein de grandeur. Et en fait, elle va essayer d'échapper à ce sort-là. Elle va quitter son village, elle va rejoindre un temple, et après il va se passer pas mal de trucs en fait. Globalement, l'ambiance c'est très très soft fantasy, hein. Il y a une toute petite pointe de pseudo-magie, mais qui est vraiment très anecdotique. C'est très du coup ambiance orientale chinoise, avec pas mal de références là-dessus. C'est la période mongole, donc il y a pas mal de références là-dessus aussi. Donc c'est presque plus du côté pseudo-historique que fantasy, j'ai trouvé, avec beaucoup des batailles, un peu des luttes de pouvoir, etc. Ça Oui. coche toutes les cases du challenge de lecture, si jamais ça vous intéresse, si vous le faites. Et globalement, l'idée c'est ça. Et après, Et on va... alors, je t'arrête 2 secondes, c'est pas le 16e siècle, on est plutôt au 14e, c'est les années 1300, il y a des brouettes. 14e. Pardon, j'ai donc dit n'importe quoi, merci. Heureusement Et, que t'es là. et concrètement, c'est même plus que du pseudo-historique, c'est vraiment une version romancée d'un événement historique qui s'est vraiment passé, parce que c'est le renversement de la dynastie Yuan, donc qui est une dynastie mongole. Voilà. Donc du coup, je sais plus lesquels vont après qui que quoi, mais donc du coup c'est un renversement d'une dynastie par une autre. Et c'est une version romancée de ces événements-là. Et donc notamment le personnage principal, Zhu Chongba, c'est un personnage qui a réellement existé, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques que ce qu'elle a dans le bouquin. Ce qu'il y a dans le bouquin, le mystère. Voilà, et après je sais pas ce qui est le plan prévu, mais parmi les thèmes, peut-être qu'on peut mentionner, là tant qu'on est dans la présentation globale, qu'il y a pas mal de thèmes très portés sur le genre, l'identité. Ouais, je pense que c'est un peu en tout cas une des très grosses thématiques, c'est les identités de genre et comment des personnages peuvent se reconnaître ou non dans la place sociale qu'ils sont censés avoir, en fonction de qui ils sont, de comment ils se comportent. Il y a un des personnages principaux, plus ou moins principaux, qui est un eunuque et qui donc du coup a tout un positionnement vis-à-vis de ça. Il y a donc le personnage principal qui est une femme qui, je sais pas si on en parle tout de suite ou si c'est du spoil, mais en tout cas qui va avoir à se positionner aussi vis-à-vis de ça, et un peu tous les personnages qu'on découvre et qui ont un peu une importance, je trouve, ont à un moment ou un autre à se positionner aussi dans cette société ultra patriarcale et ultra basée sur l'honneur et les notions de respect, etc., de hiérarchie et comment les gens interagissent là-dedans. C'est bien résumé, je crois. C'est pas mal. Du coup, on peut peut-être... Yoda, tu peux peut-être nous donner ton appréciation globale du bouquin. Est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu pas aimé? Sans spoil pour l'instant. C'est pas facile sans spoil. J'ai bien aimé, mais en fait j'ai de moins en moins bien aimé au fur et à mesure de ma lecture. Voilà. Donc moyen. Vas-y, plutôt t'as le... plus.
que moins. Allez, on va partir sur plutôt plus que moins. Plus que moins, donc tu as le petit sourire quand même. Et un petit sourire, voilà. Et toi, Jean-Jean? Bah moi j'ai plutôt bien aimé, franchement j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai hâte qu'on débriefe un peu plus de pourquoi vous avez pas aimé et pourquoi. Enfin, je pense que je peux voir un peu ce qui peut donner l'évolution dont tu parles, Yoda, de moins en moins aimé au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'en plus, moi je l'ai lu en dernier de nous trois, donc j'avais eu déjà un peu vos retours, donc j'appréhendais un petit peu. Et au final, j'ai été positivement surpris. Donc moi, Smiley content. Cette Content fois, ou alors avec des petits cœurs? Alors attends, c'est Love. quoi? Il y a love, love, Ouais, love. Ou alors smiley. Non, attends, smiley like. Non, vas-y, moi je suis plus que Yoda. Love, love, love. Love, love, love. Eh ben, moi, du coup, moi je suis plutôt Team Yoda, voire même Team Yoda moins. Du coup, on va mettre le smiley mais. Il y a des choses que j'ai pas mal aimées, mais dans l'ensemble, c'est pas une lecture que j'ai appréciée. Et comme Yoda, plus ça allait et moins ça allait. Donc voilà. Après, sans spoiler, il y a le truc, c'est que c'est pas forcément des personnages qu'on suit et qui sont positifs. On est plutôt quand même sur des personnages plutôt d'anti-héros. Enfin, en tout cas, des personnages très gris. Et moi, de manière générale, c'est pas ma came. J'aime aimer les personnages. Et donc, du coup, c'est de base quelque chose qui fait que j'étais freinée dans ma lecture, quoi. Donc c'est question de goût personnel. Et là, vous me dites, mais meuf, t'es fan du Trône de Fer, des personnages gris. Mais dans le Trône de Fer, il y a aussi des personnages lumineux et il y a la lumière qu'on retrouve même dans tes personnages très gris. Et là, c'était plus la lumière qui s'éteignait. Et moi, voilà, comme j'aime aimer des personnages, et du coup, c'était dur. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai eu du mal en fait à trouver un personnage à me raccrocher. Vraiment. C'est ça. C'est ça, il y a pas. Marrant, je me suis quand même assez bien investi dans du coup les deux personnages principaux qui sont Zhu et Ouyang, qui effectivement sont gris, je vais pas dire le contraire. Mais moi je les ai trouvés quand même assez attachants et j'ai trouvé qu'ils étaient bien construits et que on comprenait d'où ils venaient et leur évolution et pourquoi ils étaient comme ça et aussi leurs atermoiements et leurs dilemmes, en particulier Ouyang. Et du coup, ouais, je me suis bien investi dans eux, quitte à être pas content quand ils faisaient des choix auxquels j'adhérais, pas forcément toujours. Mais Ouais, moi, alors ils ont marché sur moi. Alors que moi, déjà, les atermoiements de Zou, ça m'a gavé, en fait. Il y a des parties des atermoiements de Zou qui me passaient quand même vraiment à 15 000 et qui m'ont gavé. Donc on y reviendra probablement, Ouais. mais autant Ouyang, là, j'étais plus investie. Autant vraiment Zou, il y a des moments, j'en pouvais plus, quoi. Et du coup, n'hésitez pas sur le chat, pour la personne qui est sur le chat, salut Fitz, à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais n'hésitez pas à réagir aussi. Et ouais, du coup, je pense qu'on peut peut-être directement passer à l'item point fort, point faible du bouquin. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, ont été les gros points forts et les gros points faibles du livre?
Qui démarre. Je vais y aller. Donc moi, pour moi, le gros point fort que j'ai beaucoup aimé, c'est le contexte historique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je connaissais pas du tout. Et du coup, la Chine, 14e siècle, la dynastie Han, donc c'est les envahisseurs mongols qui prennent possession en fait du pays. J'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, je suis allée faire mes recherches sur Wikipédia. Et j'aime beaucoup quand mes lectures en fait me donnent envie d'aller plus loin sur les périodes historiques. Je reviens à Jean-Laurent Del Socorro, que j'aime beaucoup aussi comme auteur, mais qui est aussi très très historique. Et Non, mais c'est vrai que pour ceux qui ont lu Jean-Laurent Del Socorro, on est quand même vraiment sur ce même genre de fantasy très très peu fantastique. Genre, en fait. Et voilà, ouais, c'est exactement ce côté où il y a, on la cherche la fantasy. Un univers qui existe déjà et dans lequel ils instillent un tout petit brin de fantasy, et encore là il est vraiment très 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 minime la fantasy là-dedans. Et du coup j'ai fait mes recherches sur les foulards rouges, sur les dynasties Han, sur tout cet enchaînement, et du coup forcément je me suis spoilé le personnage principal jusqu'au bout, ça c'est tant qu'à y être, voilà. Mais du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé toute cette période historique que j'ai découvert grâce à ce livre et que j'aurais jamais découvert sans ce livre-là. Et du coup, ça, c'était vraiment mon gros point fort. Juste, à quel moment tu t'es spoilé? C'était après la lecture ou pendant la lecture, hein, du coup, que tu as été tout lire Je pense que c'est... Non, pas au tout début, parce que au tout début, on n'avait pas les bons éléments, les foulards rouges, les trucs comme ça arrive vachement plus tard. Je pense que je me suis spoilé au début de la partie 3, je pense, quelque chose comme ça. Ah, je me suis aussi auto-spoilée, j'ai fait pareil que toi, je me suis jetée sur Wiki, mais après, à la fin de ma lecture, en me demandant, ok, c'est quoi ce que je viens de lire, c'est quoi ce qui est historique et ce qui ne l'est pas. Et contrairement à Jean-Laurent Del Socorro, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ne sont pas historiques. Là, il y a vraiment des éléments qui sont romancés. Notamment, le personnage de l'eunuque n'a jamais existé. Et le personnage de Zou, dans l'histoire, c'est un homme, c'est pas une donc mécaniquement il y a quand même toute une partie du roman qui est très 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 fantasmée par l'autrice, quoi. On n'est pas du tout sur alors que Jean-Laurent Del Socorro, alors évidemment les personnages qui nous présentent ils ont probablement pas existé, mais en général c'est des pecnos qui ont pas vraiment leur place dans l'histoire, donc et les événements historiques en eux-mêmes sont complètement historiques. Donc c'est légèrement différent dans l'approche de fantasy historique. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est quand même ce côté où là, en tout cas, c'est quand même possible en quelque sorte que Zou, historiquement, enfin c'est une réécriture, mais tu vois, il y a ce côté, si Zou c'était une femme, l'histoire la retiendrait comme un homme, vu que c'est comme ça qu'elle se présente. Ouais. Et enfin, le fait que Wikipédia nous dise c'est un homme, voilà, c'est une réinterprétation de l'histoire du coup, mais sans qu'on soit dans un truc complètement extravagant et hors de propos, quoi. C'est ça que je trouve intéressant aussi. Ça pose pas de problème dans ce tome-là, ça c'est sûr. Après, je vais pas te spoiler la destinée de... Non, me spoil pas. Mais disons que ça a l'air assez compliqué pour la suite, quand même. C'est-à-dire qu'il va avoir 30 enfants et que du coup... peut-être qu'il va les adopter, ça, tu sais pas. C'est ça, peut-être. Peut-être. Alors sur le chat, Fitz nous dit qu'il personnellement il a beaucoup aimé. Il n'a pas l'habitude de lire des romans basés sur ce contexte et ça l'a vraiment intéressé. Il a fait beaucoup de recherches après, donc comme nous, quoi. Et lui, il aime beaucoup les personnages gris, voire gris-noir. Il les trouve fascinants dans leur réflexion, même s'il n'approuve pas tous leurs actes. Il a mis du temps à lire le livre, par contre, par manque de temps, mais il a lu les 200 premières pages en une soirée. Effectivement, moi, c'est pareil. Le tout début, je l'ai dévoré aussi. Je pense que c'est le gros point fort du bouquin, c'est son début.
Il commence sur les, l'inverse. il commence Dis sur les les châteaux de. Ah, il dit les dernières pages. Ah oui, il dit les dernières pages. Et ben, moi, c'est le début que j'ai dévoré. Et voilà, tu vois, j'ai mal lu parce que je pensais qu'il était d'accord avec moi. Tu t'es projeté. Eh ben Je non, me il suis est dans ma projetée. team. Pas Et dans dans ma ta team. team, voilà. Moi, c'est les premières pages. Moi, Allez, c'est on va vraiment faire les petit. 100 premières pages que j'ai dévorées. Et je trouvais que le roman, il débutait vraiment sur les chapeaux de roue. Et par contre, j'ai trouvé qu'il finissait Ouais. mal. Mais oui, Fitz confirme, c'est les 200 dernières. Et sinon, bonsoir à Lunar qui nous dit qu'on a fait un super podcast sur la triarchie. Merci, c'est super gentil. On le dira aux copains qui étaient aussi sur le podcast. On transmettra. Et n'hésitez pas les autres à écouter nos super podcasts. On a plein de podcasts sur les différentes factions qui seront importantes dans House of the Dragons. C'est passionnant, il y a plein de choses à apprendre. Voilà. C'était la minute publicité de la garde de nuit. Bisous. Mais on était donc sur les points forts et points faibles du bouquin. Jonjon, Est-ce que vous voulez faire vos points forts et on reviendra sur mon point faible après ou... Ouais, Non, je pense, on peut faire ça, on peut faire Oui. les points forts. Donc moi, je l'ai dit, c'est le début. Le début du bouquin, j'ai vraiment trouvé que ça démarre super bien. La tension est hyper bien maîtrisée et j'ai donc quoi. Voilà. Et toi, Jonjon? Et ben moi, j'ai trouvé plusieurs points forts parce que j'ai aimé le livre. Et du coup, dans les points forts, moi j'ai bien aimé du coup les thèmes abordés et la façon dont ils sont traités. Je trouvais que c'était très bien traité. Donc on a, c'est ce que je disais en présentation générale, du coup tout le thème du genre et toutes les préoccupations qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de ça. Je trouvais que c'était très bien traité. Je trouvais qu'on voyait bien les difficultés psychologiques dans lesquelles ça les mettait. J'ai bien aimé aussi un autre thème qui est assez présent. C'est le thème de est-ce qu'on peut lutter contre son destin ou pas, qui est un peu la problématique principale de Zou pendant une bonne partie du livre. J'ai trouvé que c'était très intéressant aussi, c'est des problématiques auxquelles je suis assez sensible de manière générale, donc voilà. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que le livre était assez bien écrit, comme tu le disais, niveau tension, mais j'ai trouvé que c'était pas que au début. Au début, effectivement, on a énormément de tension avec cette famine qu'on ressent assez bien, j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé qu'il y avait d'autres moments avec pas mal de tension aussi. Voilà, j'ai bien aimé certaines interactions entre des paires de personnages, donc on reviendra peut-être dessus plus tard, mais par exemple les interactions entre Zou et Ma, j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé les interactions entre Ouyang et Sen, que j'ai trouvé assez bien écrites aussi. Voilà, et le contexte aussi, mais ça vous avez déjà dit, donc plein de points forts pour moi. Et alors les points faibles? Vas-y, commence, Jonjon, il y en aura moins. Alors, les points faibles, moi, ouais, j'ai pas. Franchement, ça va. J'avoue que j'y ai pas re-réfléchi. Je l'ai fini il y a pas très longtemps et je me suis pas dit, ah, il faut que je trouve un point faible. Donc peut-être que vous allez en dire et je vais me dire, ah oui, c'est vrai que ça c'était un point faible. Mais en tout cas, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux ou qui m'a dérangé pendant ma lecture, contrairement à ce que j'avais pu avoir pendant Steam Sailors. Là, je me suis vraiment laissé porter. J'ai aussi plutôt dévoré le livre. Et franchement, en point faible, peut-être quelques passages un peu longs ou qui m'intéressaient un peu moins, mais là, comme ça, ils me reviennent même pas en tête. Donc, franchement, pas trop de points faibles. Très bon livre. Et toi, Yoda? Moi, c'est le personnage principal, en fait. Au moins, voilà. J'ai commencé le livre en l'aimant beaucoup. Mais vraiment, j'avais bien accroché au personnage principal. Je la trouvais super intéressante. Au monastère, pareil. Je l'ai beaucoup aimé. Et même après, quand on passe à la deuxième partie, en fait, donc la deuxième partie, c'est quand elle arrive dans la ville et qu'elle rencontre les deux ministres et puis l'enfant.
et qu'elle part à la première bataille, tout ça, c'était pareil, j'aimais beaucoup encore. Et puis au fur et à mesure, j'ai fini par plus du tout l'aimer, quoi. Je pouvais plus me la voir. J'ai trouvé que ses décisions, en fait, elle était tellement omnibilée par son destin, à vouloir changer son destin, prendre une place importante, tout ça, qu'elle en avait plus rien à faire des autres, quoi. Mais rien. Elle a écrasé tout le monde sur son passage. Elle en avait plus rien à faire de tous les autres. Zéro empathie, zéro, presque pas d'émotion en fait. Elle tue la moitié de son armée en leur donnant la peste. Elle en a rien à faire. Ça la rend pas plus triste que ça. Et derrière, on peut y aller dans le spoil complet. C'est ce que j'allais dire. Donc ça y est, ça spoil, c'est parti. Allez, c'est parti. Parce que elle tue le petit gamin à la fin, quoi. Ah ouais. Il a rien demandé à personne. Ah ouais, non, mais c'est horrible ce moment. Pas d'alerte par contre. Donc attention, on spoil la fin. Ça y est, c'est parti. On a dit à un moment donné que c'était bon. Comme la dernière fois, quoi. On tire à balles réelles, vous. Autant quand elle le tue, c'est presque par accident en fait. La moitié de l'armée en face, c'est un accident. Elle a même pas voulu les tuer en plus. Donc voilà. Et puis on va dire c'est la guerre, tu tues les gens d'en face, tant pis quoi. C'est un peu le jeu quoi. Mais derrière en fait, elle va sacrifier tous les gens de son propre clan, de son propre côté, juste pour que elle arrive en fait à réussir à arriver à ce qu'elle veut être. Devenir au sommet de la dynastie, en fait, c'est ce qu'elle veut faire, quoi. Et elle en a rien à cirer. Bon, elle le garde Ma de son côté, parce que, elle est sympa, elle aime bien, c'est chouette. Elle garde son petit pote du monastère aussi, mais dire qu'il est là, il est plus là, à la fin, c'est cool, quoi. Même les gens qui sont vraiment de son côté, en fait, le voleur, l'ingénieur, toutes ces personnes-là, elle est à la limite de se dire c'est bon, je peux les sacrifier si jamais ils risquent de me gêner en fait. Elle en a plus besoin. Elle les garde pour l'instant parce qu'ils sont cool et qu'ils la gênent pas trop, mais à partir du moment où ils vont finir par la gêner, elle va les tuer sans aucun souci, quoi. Et donc c'est vraiment à partir du moment où elle tue la moitié de son armée avec la peste que là je commençais à plus l'aimer, et au bout d'un moment mais j'en pouvais plus, j'en avais marre d'elle, quoi. C'est bon, je t'aime plus, c'est fini entre nous. Voilà, je me suis bien énervée dessus. Ouais, moi c'est pareil. Alors moi je crois que j'ai commencé à l'aimer, à ne plus l'aimer un peu avant toi. Déjà au moment où elle tue la moitié de l'armée d'avant et que en fait elle s'en fout. Déjà ça m'a gavé. Et déjà en fait encore avant quand elle humilie son maître au monastère, j'ai trouvé la scène hyper violente. Et pareil, toujours son égoïsme absolu. Elle en a rien à faire des autres. Dès qu'on se met dans son chemin, ou même pas qu'on se met dans son chemin, mais dès qu'on peut la servir, alors ça y est, elle vous marche dessus. Et ça, vraiment, moi, j'ai eu un mal fou avec le personnage principal. Moi, j'aime pas les personnages comme ça, quoi. Enfin, j'aime pas les personnages. J'aime aimer les personnages, et alors elle, vraiment, je l'aimais pas, quoi. Et c'est un peu comme genre, j'aime pas regarder Breaking Bad parce que Walter White, c'est un salaud, et j'aime pas regarder les salauds. Voilà. Mais moi, j'ai quand même trouvé ça super intéressant, en fait, son personnage, parce que, enfin, oui, je dis pas que. Enfin, je sais pas d'excuser ce qu'elle fait, etc. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que elle est très cohérente dans sa construction, et elle a cette espèce de comment on dit, bref, elle est idée fixe. Il faut qu'elle s'élève, parce qu'en fait, pour elle, c'est sa seule chance de survie, et à partir de là, elle considère que tant pis pour les autres, et c'est elle d'abord. Et alors, oui, c'est assez. Elle est un peu, c'est un peu une grosse bâtarde parfois. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle est vraiment consistante là-dedans, et il y a quand même des moments, je trouve, pendant plus longtemps que ce que vous dites, des moments où elle fait pas tout à fait exprès. Enfin, il y a quand même aussi une progression, c'est-à-dire que le moment dans la rivière,
clairement, elle sait pas que les autres traversent, donc elle n'a pas prévu de les tuer. C'est peut-être ma scène que j'ai le moins aimée d'ailleurs, ça, à la réflexion. Je trouvais que ça sortait un peu de nulle part, cette rivière qui tout d'un coup fait une marée, mais bref. Mais même le moment de la peste, en fait, elle a pas. C'était pas son objectif. Enfin, au final, elle s'en veut pas des masses, mais à la base, son objectif c'était juste qu'il soit genre un peu malade et qu'il puisse pas participer à la révolte. Ça a un peu dégénéré par rapport à ce qu'elle avait prévu cette affaire quand même. Par contre, bon après effectivement, au fur et à mesure, il y a plus d'excuses quoi. Sur la fin, quand elle tue le gamin, j'avoue que là, j'étais bon. Moi, je veux bien te défendre, te trouver des excuses, mais là, quand même, c'était pas la peine quoi. Mais je trouve qu'il y a une progression quand même entre. En tout cas pour moi, le début où je lui trouvais des excuses et des bon, mais là, c'est entre guillemets pour la bonne cause ou pour en tout cas sa cause profonde. Là, elle a pas fait exprès, là machin. Et sur la fin, en fait, elle sombre de plus en plus dans ça, un peu comme si de fil en aiguille, en fait, chaque action est de plus en plus facile et donc elle peut faire de pire en pire parce que c'est de plus en plus facile. Avec aussi un côté genre au point où j'en suis de toute façon. J'ai niqué mes 10 000 prochaines réincarnations, donc en fait je suis plus à ça près. Et à la fin elle devient vraiment inexcusable avec déjà le Premier ministre, où ça c'est un peu gratuit, même si tu peux te dire tu peux essayer d'un peu aller tirer par les cheveux, lui trouver des justifications, et après le gosse où là tu dis genre non mais franchement tu déconnes quoi, en plus elle était tout à fond en mode oh ça va être notre enfant machin, on va l'élever, c'était trop mignon, et lui elle genre bim, bref. Mais j'ai trouvé ça intéressant du coup comme personnage d'avoir tout ça. Mais alors que moi, moi, dans l'un des gros points faibles du bouquin, c'est que sa motivation principale, en fait, juste je l'ai trouvée toute pétée, quoi. Parce qu'en fait, sa motivation principale, c'est que on lui a dit, elle était là pendant qu'il y a une vieille sorcière qui lui fait une prophétie et qui lui dit Zhu Chamba, qui est donc le nom de son frère, va atteindre la grandeur. Et il se trouve que son frère meurt, et du coup, elle prend la place de son frère. Et du coup, mais en fait, manifestement, elle ne connaît pas le concept de prophétie autoréalisatrice. Elle ne connaît pas. Et en fait, pendant tout le bouquin, elle est là avec ses atermoiements. Ah oui, mais alors si les dieux, ils se rendent compte que finalement, je suis une femme et pas un homme, qu'est-ce qui va se passer oh là là, mais mon destin. Mais c'est bon, ton destin. Ou bien tu crois à la prophétie et dans ce cas-là, ton destin, tu sais qu'il est là, ou bien tu ne crois pas à la prophétie, dans ce cas-là, arrête avec tes ah là là, mais il faut absolument pas que les dieux voient qui je suis ou qui je suis pas. Et en fait, j'ai trouvé ça complètement incohérent. Moi, ça ne m'allait pas. Ça n'avait pas de sens. Et donc, ça m'a énervé. Je suis un peu d'accord, parce que justement, elle veut prendre la place de son frère pour prendre son destin, mais je veux dire, à quel moment elle pense que son frère, il va devenir empereur, quoi, en plus. En plus, la grandeur, c'est pas la survie. Base, voilà, alors qu'au début, son objectif, finalement, c'était juste survivre, et ça, je trouvais ça plutôt cool. Exactement. Ok. Mais à partir du moment où son monastère, il brûle, rien l'empêchait en fait d'aller dans un autre monastère ou aller ailleurs ou même redevenir paysan. À ce moment-là, il n'y a plus de sécheresse, il n'y a plus rien. Donc si c'est juste survivre, se faire une petite vie tranquille, elle peut y arriver facile. C'est elle qui se met dans la tête en fait qu'elle doit devenir chef de l'armée, chef de machin, chef de truc, et au fur et à mesure en fait elle voit toujours plus grand. C'est dire à quel moment elle va s'arrêter. Finalement, c'est à la fin du bouquin compris où elle s'arrête. En fait, elle veut devenir empereur, quoi. Voilà. Mais c'est parti de base par quelqu'un qui voulait juste bouffer à sa faim. Parce que, voilà, ok, ça va. Voilà, oui, jusque-là. Et à la fin, tu finis par je veux devenir empereur. T'as eu de la progression quand même dans ton ambition aussi, quoi. C'était pas. Je suis encore pas d'accord avec vous. Moi j'ai trouvé ça super intéressant en fait justement tout ce côté
lutte contre son destin. En fait, effectivement, on part d'une espèce de vieille prophétie toute pourrie, toute pétée, où clairement le voyant ou la voyante, je sais plus, qui vont voir, c'est un espèce d'alcoolo qui leur dit genre juste ce qu'ils veulent entendre pour avoir sa pièce. Et donc il dit au père qui vient avec son fils, ah oui, ton fils il va être grand, il va la grandeur devant lui, donne-moi ma thune. Et toi la gamine, tu me fais chier, vas-y, tu vas être rien du tout, dégage. Et en fait, elle prend ça complètement au pied de la lettre, parce que je sais plus quel âge elle a au début, mais elle a genre 8 ans, 8-9 ans. C'est une gamine, elle est clairement pas éduquée, rien du tout. Donc elle se prend ça comme oh, c'est un vrai voyant, c'est vraiment ça que les dieux, enfin Heaven, le paradis, a prévu pour moi. Et elle se construit complètement autour de ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait, je suis pas d'accord avec ce que vous dites parce qu'il y a vraiment, en fait, pour elle, elle peut pas redevenir paysanne parce que si elle redevient paysanne, les dieux vont se rendre compte qu'elle est la fille et que donc son destin c'est d'être rien, de mourir. Et en fait, comme elle, il faut juste partir du principe que pour elle, en fait, ça c'est acquis. Elle remet pas du tout en question ça. Et du coup, toute sa démarche, c'est en fait, de faire en sorte de faire comme si elle était son frère et que donc elle avait la grandeur, etc. Pour pas que le paradis se rende compte qu'en fait, elle est la meuf qui devrait avoir rien. Et du coup, effectivement, elle auto-réalise la prophétie. Mais il y a une logique dans le fait qu'elle auto-réalise cette prophétie qui est que elle est persuadée que c'est à elle d'accomplir cette prophétie pour pas que le paradis se rende compte que en fait c'est pas elle et qu'elle est censée être morte. Donc je trouve que, je sais pas, moi j'ai trouvé que toute cette réflexion-là était super intéressante et que tout ce Ouais, mais tu truc vois, de... moi c'est juste une question de nom en fait. Enfin, tu vois, je veux dire, bon, bah écoute, t'as pris le nom de ton frère. Si on t'a dit le nom de. Enfin, en fait, il manque une réflexion autour du pouvoir des mots qui fait qu'en fait, ça tient pas sa logique. Enfin, moi je trouve que sa logique Elle prend est sa place, bancale, quoi. Elle prend sa place et elle elle se prend dit, pas c'est juste son nom. lui. Mais oui, justement, elle prend sa place et pas juste son nom. Mais en vrai. Sa prophétie, bon bah d'accord, ça marche tout aussi bien, c'est juste le nom c'est juste le pouvoir du nom, voilà, machin, et on s'en fout en fait. Enfin, et du coup, je trouvais ça vraiment foncièrement bancal parce que il y avait tout un pan de sa réflexion qui était juste inexistant, quoi. Et à aucun moment elle se pose pour se dire, mais c'est complètement con ce que je fais. Et moi, ça, ouais, non, ça me. Du coup, Je sais vraiment, pas. je sais pas, j'adhérais pas du tout à ses atermoiements. Oh là là, mais alors, ouais, mais si on se rend compte que je suis pas mon frère, bah, écoute, en même temps, oui, bah, t'es pas ton frère, mais t'as pris son nom, donc ça marche. Bon, voilà, c'est bon, passe à autre chose. Sauf que tu vois, elle peut pas se dire juste passe à autre chose. En fait, toi, nous on se dit ça parce que on a conscience que cette prophétie est toute pétée et que probablement que ce paradis et ces dieux n'existent pas et ne vont rien faire. Et qu'en fait, tout ce qui lui arrive, c'est lié à ce qu'elle a fait, etc. Mais en fait, pour elle, c'est pas juste une question de nom, c'est vraiment une question de se faire passer, c'est une question d'identité en fait. C'est pour ça qu'elle est en panique dès que des gens apprennent qu'elle est une femme, parce qu'elle se dit, si le paradis il voit que je suis une femme, il va se rendre compte que je suis pas mon frère. C'est pas, enfin, pour moi, il y a aucun moment où c'est vraiment juste le nom, c'est vraiment toute l'identité et tous les moments où elle se dit, ah mais ça, mon frère il aurait pas su le faire, donc faut pas que je le fasse. Genre quand elle commence à retisser la corde ou je sais pas quoi, et après elle se dit, ah je peux pas tisser la corde parce que mon frère il aurait pas su le faire parce que les dieux vont s'en rendre compte. Enfin, vraiment pour moi, elle peut pas du tout se dire genre bon bah c'est bon, j'ai changé de nom donc bim, je suis sauvé quoi. Toute sa vie est basée sur il faut surtout pas que Mais justement, c'est ça mon problème, c'est qu'elle peut pas se dire. En fait, si, elle pourrait très bien se le dire et pouf, the end. Et en fait, pour moi, c'est ça le problème principal de ce bouquin, c'est que c'est qu'on part d'un postulat qui n'a pas de sens à mes yeux, en fait. ouais, Et je suis donc, d'accord. du coup, de base, le personnage de Zou, il me paraissait pénible, juste, enfin, en plus d'être Il est pénible. égoïste voilà quoi. En plus de ça, elle me paraissait juste complètement débile. Donc ça m'a agacé, quoi. Et voilà. Mais alors après, si je vais sur un autre point qui m'a foncièrement pas plu dans le bouquin,
c'est que en anglais on dit souvent show don't tell. Et ce bouquin c'est l'inverse. Genre tout est dit par les personnages. Ils passent leur temps à se faire des monologues intérieurs. Et vas-y que oh là là, je pense à ci et à ça et à ci et à ça et à ci et à ça. À un moment, ton personnage est en colère, fais-le agir comme un personnage en colère. Et vraiment, moi j'ai trouvé que ça marchait assez mal. C'était il y avait vraiment des passages hyper longs et maladroits parce que on s'attachait à tout le temps décrire les émotions des personnages sans nous montrer les personnages qui agissaient en fonction de leurs émotions. Et du coup, ça, pareil, ça m'a fatiguée. Voilà. Sinon, moi, dans les personnages, il y en a que j'ai bien aimé. Alors, pas Wu Yang. Pour le coup, j'avais envie de l'aimer, lui. Eh ben, j'ai fini par pas l'aimer non plus. Pareil. Parce que j'en pouvais plus de le voir détester toutes les femmes qu'il croisait. J'en avais ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il est misogyne, ce type. Ah ouais. Alors qu'à côté de ça, c'est vraiment le genre de perso que j'aurais pu adorer. Du genre, il est un peu otage en fait. Malgré lui, il a envie d'être reconnu par son pote avec qui il a été élevé. Son pote. Ouais. C'est ça. Oui, en fait, il est vraiment à cheval entre les deux cultures, en fait, quoi. Mais en même temps, il a vraiment intériorisé qu'il fallait qu'il se venge. Et ça, pour le coup, c'était très cool. Mais il détestait tellement les femmes que j'en pouvais plus. Voilà, donc voilà, ça, c'était réglé pour lui. Il y en a un que j'ai bien aimé, du coup, c'est le frère des Zen, donc Yang. Donc, Wang. voilà, lui, Wang, lui pour Lord le coup, Wang. Attendez. Yang, Bao, Wang. Yang. Bao Yang, ouais. Voilà. Bon, bah lui, je l'ai trouvé super cool. Lui, pour le coup, c'était vraiment... Je pense que c'est mon perso préféré avec Xuda, là, le petit pote du monastère qui est un peu rigolo, machin et tout ça. Bon, lui, il est sympa, mais il est pas super important, alors qu'un rapport, bah, Wang... lui, en fait, c'est un peu... Finalement, il est un peu dans la même position que Wu Yang, mais en pire, j'ai l'impression, quoi, quand même, il s'en prend plein la gueule des deux. Donc, voilà, ça doit pas être sympa tous les jours. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et c'était évident, mais je sais pas comment son frère, il a pas pu voir avant qu'il allait se le prendre dans la gueule, quoi. Enfin... Dire, non, mais son frère, il est débile. Ah, c'est clair. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi, moi c'est pareil, c'est mes deux, c'est les deux personnages que je retiens. Xuda parce qu'il est mignon et rigolo, mais il sert pas à grand chose. Et par contre, Lord Wang qui est le personnage complexe, aigri, mais gris intéressant quoi. Les autres, je les trouvais gris, ouais. mais en fait ça m'intéressait quand même pas. Il est vraiment super intéressant et le pire en plus, il est un peu comme Wu Yang parce que de base en fait tous les deux, si j'ai bien compris l'histoire, ils sont chinois de base, ils sont pas mongols en fait. Donc il veut aussi se venger des Mongols et que ils s'en prennent plein la gueule quoi. Mais je pense que pour peu que son père ou son frère en fait les un peu plus aimé, et un peu plus d'attention pour lui, en fait, il aurait peut-être pas voulu se venger comme ça, lui. J'ai l'impression qu'il avait surtout besoin en fait de reconnaissance, tout simplement, et que les Mongols, avec leur obsession en fait des conquêtes, des chevaux, tout ça, ils n'ont pas su reconnaître que lui faisait un boulot énorme en fait, parce que faire la gestion de tout ce je sais pas comment on appelle ça, un comté, un truc comme ça, enfin, tout ce clan, quoi. Bah, c'est énorme, en fait, tout le boulot qu'il fait, ce mec-là. Et il a zéro reconnaissance parce qu'en fait, bah, il aime pas la guerre, quoi. Et toi, du coup, Jonjon, t'as des personnages préférés ? Bah, moi j'ai aimé plein de personnages, mais déjà je suis d'accord avec vous, j'ai trouvé effectivement que Lord Wang était super intéressant, justement parce qu'il représente aussi
une de ses façons d'être en décalage et pas en phase avec cette société ultra patriarcale et ultra stéréotypée, sachant que lui en fait il est clairement dans on est complètement dans le thème de la masculinité toxique, les trucs comme ça. Lui il répond pas aux attentes de la société sur ce que doit être un guerrier mongol, et à moitié mongol, il est que à moitié chinois, mais bref, il répond pas à tout ça, et on est complètement dans le personnage quand même un peu cliché du fils mal aimé qui attendait juste l'approbation de son père / son frère, et qui l'a pas, et qui du coup au final se retourne contre lui parce qu'en fait il a pas d'autre choix en quelque sorte, et c'est ça qu'ils attendent de lui. Moi j'ai trouvé horrible la scène la scène où Yang fait porter le chapeau de l'assassinat du père à Wang. C'est vraiment moi c'est le moment où j'en ai le plus voulu à Yang, que globalement j'aimais bien le reste du temps, mais en me disant là franchement ça se fait pas quoi, le pauvre déjà il galère et là toi tu lui rajoutes ça par dessus. Donc Wang j'ai bien aimé. Bon, Xuda j'ai bien aimé parce que il est choupi. J'ai trouvé que l'autre, comment il s'appelle, Yuchun, le petit gamin là, j'ai trouvé qu'il était choupi aussi. Un peu rebelle, un peu genre vas-y je suis un bad boy, je suis un gros thug, machin, et après il est quand même un peu mignon et un peu gentil, et puis il va quand même aller faire ses exercices pour apprendre à être un super ninja, machin. J'ai bien aimé Ma. J'ai trouvé que vous disiez que genre tous les personnages étaient gris, on a quand même Ma qui est ultra lumineuse comme personnage, qui est pleine de compassion, pleine d'amour et de pardon, etc. Enfin toutes ces... qui s'en prend plein la gueule, et qui en plus est un personnage très intelligent. Enfin elle est pas juste réduite à ce rôle de je suis la femme aimante et empathique, etc. Enfin derrière on voit bien que elle est clairement plus intelligente que Little Guo, là, son premier fiancé, etc. C'est pas bien compliqué ça. C'est pas du... Quoi ? C'est pas bien compliqué hein, d'être plus intelligente que, Voilà. Que son ancien fiancé. Putain, mais alors lui, le pire, quoi. Et j'ai bien aimé Essen aussi, le prince. J'ai trouvé qu'il était un peu choupi aussi, très lumineux aussi, j'ai trouvé. Enfin, lui, il est un peu naïf. Très naïf. Un peu, ouais. Mais il est très... voilà, il voit le bien partout, il aime tout le monde, il est super positif. Bah, sauf son frère, et sauf son frère à partir du moment, justement, à partir de la mort du père, en fait. Jusque-là, quand même, il défend son frère, il a pas l'air de tout à fait comprendre, mais on sent qu'à sa façon, il l'aime, il essaye de le défendre. Ok, il essaye de le défendre en lui donnant les pires conseils qui soient, à savoir, mais vas-y, va à la guerre, sois un homme. Mais j'ai trouvé qu'on pouvait pas trop retenir ça contre lui, parce que c'est juste complètement son éducation et sa société, et qu'il le faisait pas avec un mauvais esprit. Et à partir du moment où genre en fait il est persuadé que son frère a tué son père, je trouve qu'on sent vraiment que ça lui brise le cœur, parce qu'il continue à croire qu'il pourrait rabibocher les deux. Et en fait c'est ça qui lui fait un peu le début de sa descente aux enfers. Donc lui je l'ai bien aimé, voilà, même si effectivement il est complètement à côté de la plaque sur tous les sujets. On le voit quand dans ses conversations avec Wu Yang, quand à chaque fois il lui dit les pires trucs du monde, genre mais toi qui n'as pas de famille, ou je sais pas quoi, genre ok non mais il a pas de famille parce que ton père l'a tué toute sa famille en fait. Donc, non mais c'est ça, c'est genre le mec il a vraiment été élevé dans une bulle, il a vécu dans son luxe, sa petite bulle dorée là, sa petite cage, et il ne se questionne mais jamais quoi. Oui. Complètement, il est juste, il est là, il est content, il est gentil, mais dans le sens le plus péjoratif du terme, quoi. Enfin, il est juste, c'est vraiment, voilà, il lui est jamais rien arrivé de mal dans sa vie, et du coup, il comprend rien à la vie, quoi. Mais il comprend rien, ouais. Il comprend vraiment rien, quoi. Voilà. Et j'ai bien aimé Wu Yang aussi.
même si, même si il fait la crasse là à Wang, j'ai trouvé que c'était un personnage quand même super intéressant dans dans toute sa construction, dans tout son côté, sa masculinité perdue, refoulée, mais qu'il essaye du coup d'exacerber encore plus, mais qu'on lui renvoie parfois à la gueule qu'en fait il l'est pas. Du coup, en fait, ce que tu disais, Yoda, pour moi, sa haine des femmes, c'est complètement une espèce de haine contre lui-même c'est sa haine contre lui-même qui l'extériorise comme ça contre en fait les seules personnes qu'il considère comme encore en dessous de lui, à savoir les femmes. Bon ouais, dommage. Toute cette colère retenue et aussi tout ce côté encore une fois, tout ce côté destin qu'il s'auto-force, et en même temps, on va pas lui jeter la pierre de s'entêter dans une vengeance contre des gens ultra abusifs, horribles, qui lui ont tué toute sa famille et qui sont affreux avec lui tout le temps. Mais j'ai trouvé qu'on ressentait vraiment bien le crève-cœur que ça représente pour lui de trahir Essen. Parce que clairement il est amoureux d'Essen, spoiler alert. Si vous aviez pas remarqué, je vous le dis, je suis sympa. Et j'ai trouvé leur relation assez touchante du coup dans son impossibilité en fait, et dans le fait qu'il y a plein de moments où on a l'impression que c'est pas loin, ça pourrait en fait. Franchement, pendant au moins les 3/4 du bouquin, j'y ai cru. J'ai cru qu'il se passerait quelque chose. J'ai cru qu'on aurait quelque chose. Et en fait, non. Wang aussi, il y croit. Wang aussi, il y croit. Ah bah oui. Tout le monde y croit. Tout le monde est pour vous. Non, mais ouais, mais en même temps, Essen est beaucoup trop bête pour comprendre ce qui lui arrive autour de lui, quoi. Sinon, oui, ça pourrait, mais Essen, il faut un cerveau pour ça. Mais très naïvement, Essen, il aurait pu accepter du coup, en fait. Pour moi, je me dis qu'il l'aurait même pas repoussé, en fait. Il aurait dit genre, ok, allez, faisons ça, c'est parti. Ouais, mais il aurait été super maladroit, il lui aurait dit que c'est bon, ça pouvait être sa nouvelle femme, tu vois. Exactement, ouais, je pense qu'il l'aurait ramené à sa part de féminité. Exactement. Que justement il est en lui-même, quoi. Mais ça, pour le coup, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que cette partie-là du personnage de Wang est vraiment passionnante. La façon dont il a une haine de lui-même et comment il se construit vis-à-vis de son identité de nuque, c'est hyper intéressant. Bon, le truc, c'est que si il avait un petit peu moins parlé dans sa tête et un peu plus... Et je pense que j'aurais vraiment adoré, mais en fait je crois que vraiment ce côté monologue intérieur tout le temps, moi ça m'a un peu gâché le personnage, et je pense que justement c'est pour ça que j'aime Lord Wang, parce que lui c'est un personnage qui est hyper complexe et pareil, qui a aussi vraiment plein de nuances, mais sauf que lui il a pas des monologues intérieurs toutes les 3 pages, donc du coup je peux imaginer un peu en partie son monologue intérieur, et je peux projeter aussi des choses et du coup vraiment moi je pense que là la façon dont Shelley Parker Chan écrit, ça m'a bloqué sur William, quoi. Pour revenir sur la mort du père de Essen, j'ai trouvé ça super compliqué en fait. J'ai pas compris pourquoi il se lançait dans un plan aussi compliqué et qui en fait avait autant de chances de rater, surtout. Ouais. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce plan où en fait il faut qu'il aille trouver le frère. Il fallait que, bon, il sache qu'il ne soit pas allé chasser, qu'il se soit arrêté à cet endroit-là, que son cheval il s'emballe, qu'il passe par ce petit chemin, que l'autre arrive dans l'autre. Enfin, c'est super hasardeux en fait. Vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est tout ce truc? Alors qu'en fait, je crois qu'il aurait poignardé dans la nuit, il aurait accusé le frère, c'était pareil, quoi. Tout le monde aurait pu croire que Wang avait tué son père adoptif, voilà. Plutôt que de se lancer dans un truc
super compliqué auquel il pense, mais depuis depuis le début du bouquin, il a ce plan-là dans la tête, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment très très compliqué pour tuer un mec. Il serait mort poignardé, c'était pareil, quoi. Ouais. Je suis d'accord, c'est peut-être Je ça suis mon d'accord. point faible du Ouais. livre en fait. C'était effectivement moi non plus, j'ai pas compris cette scène. J'ai pas compris son plan, j'ai pas compris comment il avait marché, j'ai pas compris comment il pensait que ça allait marcher. Je me suis demandé a posteriori si en fait le fait qu'il croise Wang et que la faute retombe sur Wang, c'était pas un bonus imprévu. En fait, je me suis demandé si son plan c'était pas juste d'aller chercher des poils de loup là pour avoir une odeur de loup, pour effrayer le cheval, qui était un nouveau cheval qui venait d'être offert au père, et pour que ça passe pour un accident. Je me demande si c'était pas ça l'idée, mais qu'en fait il croise Wang au passage et que du coup il sauve Wang des loups et derrière c'est Wang qui se retrouve accusé. Enfin, j'avoue que c'était un peu bancal, j'ai trouvé ce passage. Ouais. Ah oui, parce qu'au final, presque même, Wang, il est presque à le rattraper, son père adoptif à ce moment-là, quoi. Il le rattrapait, il le remontait, tout son grand plan qu'il pense depuis, il fallait tout recommencer, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment trop compliqué. Ouais, pareil, j'avoue que ce passage-là, j'étais assez dubitative aussi. Et pareil, en plus, j'ai trouvé, du coup, la haine de Essen pour son frère m'a paru vraiment surjouée, parce que du coup, globalement, le pauvre Wang, il est là, il voit son père tomber d'une falaise, il essaye de l'attraper, et bon, bah, d'accord, il le lâche. Et en vrai, du coup, ça fait vraiment très accident, quoi. D'accord, il a lâché, d'accord, d'accord, il n'avait pas la force pour porter son père. Bon, je sais pas vous, mais moi, perso, ça me paraît pas si scandaleux de lâcher, enfin, d'essayer de remonter quelqu'un de lourd et de pas y arriver, quoi. Bon, je sais pas, certes, on a regardé beaucoup de films catastrophes dans lesquels les mecs, avec le petit doigt, ils arrivent à faire une traction pour remonter d'une falaise, mais dans la vraie vie, t'as les mains qui glissent, enfin, je sais pas quoi, ça m'a. Enfin, je trouve que Essen, il a quand même vraiment surréagi, quoi. Du coup, pareil, je trouvais que c'était bizarre. Je pense que Essen, je pense qu'Essen, il assiste pas à la scène et que du coup, il pense, enfin, je pense pas qu'il pense que juste son père est tombé et que Wang a essayé de le rattraper et a loupé. En fait, il pense que c'est Wang qui a fait tomber son père. Enfin, c'est cette espèce de quiproquo, mais je suis d'accord qui est pas très bien amené parce que en fait toute cette scène est assez confuse. Et je suis content d'ailleurs que tu dises aussi, Yoda, que c'était confus aussi en français, parce que je me suis demandé si c'était parce que j'avais pas tout bien compris avec la VO. Mais je pense que cette scène est confuse et que du coup on comprend pas trop. Mais pour moi, Essen, en fait, il se dit pas du tout ah, quel bâtard, mon frère, il a pas les muscles de Captain America, il a laissé tomber notre père, quoi. Je pense qu'il se dit c'est sa faute si notre père est tombé déjà à la base, quoi. Je l'ai interprété comme ça, en tout cas, pour que le livre fasse sens. Parce qu'il y avait quand même des gens, quand même. À C'est je sais ça, plus il y avait si plein de Essen gens est là autour, ou pas, quoi. mais il y a quand même des gens, quoi. Ou peut-être que Wu Yang lui a monté la tête en secret après derrière. Ouais, mais du coup, dans ce cas-là, il fallait le dire, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est pareil. Genre, il y a la fameuse scène de la rivière aussi, qui aurait pu en plus être une scène super badass. Du coup, a priori, c'était peut-être le plan de Zhu, mais elle nous explique pas le plan avant, alors que d'habitude, on nous tartine et des tartines sur tout leur monologue intérieur. Là, pile ce moment-là, on nous dit ah j'ai un plan et puis on s'arrête là et puis après pouf tu te retrouves tiens toute l'armée est morte et il y a eu un barrage qui a cédé et j'ai tué tout le monde et c'est pareil, j'ai trouvé ça hyper bancal, j'ai trouvé que ça faisait un peu genre comme dans les mauvais films où du coup les réalisateurs ils savent pas comment filmer la bataille, alors du coup ils font un fondu au noir et puis regardez la bataille elle est finie, ils ont gagné quoi. Et j'ai trouvé ça très maladroit ce moment-là aussi. Ouais, je suis d'accord, c'est les deux scènes un peu bancales où on comprend pas trop
comment les choses se sont passées et comment ils ont pu prévoir que ça se passerait comme ça. Et là, bon, bah, ok. Et celle de la rivière en particulier, du coup, comme elle arrive au début, moi, ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, oh là là, si elle nous fait des miracles à répétition, un peu comme ça tout le temps, ça va être pénible que juste elle ait ses succès qui sortent de nulle part parce que la chance. Après, j'ai trouvé que ses succès d'après étaient pas comme ça. Par exemple, moi, j'ai bien aimé la scène où elle est avec, comment elle s'appelle, Lady Rui dans je sais plus quelle ville là qu'elle va conquérir et où en gros leur dialogue en fait où elle dit mais en fait vas-y je te laisse et globalement qui je trouve a un écho dans ensuite le dialogue qu'elle a avec Ma où elle lui dit enfin les dialogues qu'elle a avec Ma où elle lui dit et toi qu'est-ce que tu désires et où elle lui fait prendre conscience que en fait elle peut désirer quelque chose pour elle-même même si elle est une femme et même si en fait la seule chose qu'elle a toujours envisagée dans son futur c'était un mariage et ensuite faire ce qu'on lui dit quoi. Et c'est deux scènes de dialogue que j'ai trouvé assez intéressantes. Bon, du coup, Bah, est-ce que justement, moi, quand elle prend cette ville, enfin, Lu, je crois que c'est cette ville-là, avec les gouverneurs qui sont en train de changer, c'était celle-là, ouais, Ouais. c'est ça, ouais. ou finit par le faire brûler. Sympathique aussi. Mais bon, là, à la limite, ça avait ton compte. Finalement, elle tue une personne pour prendre toute la ville. Et pour le coup, c'était assez intelligent. Enfin, bon, c'était ça, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais complètement. Je sais plus ce que je voulais dire. À Ça propos reviendra. de son dialogue Ça avec reviendra. Lady Rui ou un truc comme ça, c'était ça que je voulais dire. Ouais, oui, c'était bien. Non, mais je veux dire, justement, cette façon de prendre la ville tranquillement, finalement, à une personne et en ne tuant qu'une seule, là, j'avais trouvé ça intelligent et je pensais que, comme avec la rivière, ou finalement la rivière, moi, je l'avais plutôt bien compris, la rivière, en fait, elle fait du bruit et ça suffit, en fait, avec les pluies, à fragiliser le barrage et à le faire tomber, en fait. Et finalement, c'était quelque chose d'un peu subtil, finalement, de parler avec les rues et de se mettre d'accord. Et je sais pas pourquoi, mais moi, du coup, j'étais partie dans l'idée que ça allait être comme ça tout le long. Pas du tout, puisqu'après, elle sacrifie ses propres personnes pour arriver jusqu'au bout. Voilà. Et donc j'avais beaucoup aimé le passage à lui, que finalement ils tiennent pas du tout la ville, puisqu'à première vue, ils la perdent quasiment de suite après derrière. Ça a servi à rien. Alors moi, si, il y a un point quand même qui m'avait un peu, alors qui m'a gêné de manière générale, mais c'est qu'on a une carte, mais qui est pas claire du tout. Et en fait, enfin, toutes ces villes, c'est des villes chinoises qui existent toujours aujourd'hui. Et il m'a manqué une correspondance avec la Chine pour savoir où c'était et de quoi on parlait. Et c'était, alors c'est idiot, hein, mais vraiment, c'est une clé de lecture qui vraiment me manquait, quoi. Et pareil, il y a un truc qui m'a manqué de fou, c'est qu'il n'y avait pas de liste de personnages dans le bouquin. Et enfin, bon, alors déjà, vous voyez qu'on a sûrement écorché terriblement tous ces noms de personnages. Si les personnes parlent chinois et nous regardent, toutes les excuses, hein, vraiment, voilà quoi. Et du coup, bah moi, j'aurais eu besoin d'un petit glossaire là pour me rappeler qui était qui facilement, quoi. Et du coup, moi j'avais assez peur de ça, encore une fois parce que je l'ai lu après vous et que du coup vous en aviez parlé, et aussi parce que j'avais en tête un certain livre, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Dance with Dragons, où il y a des scènes dans une ville qui s'appelle Mirin, et où il y a un nombre de personnages dont je ne connais pas le nombre car j'en ai retenu aucun, et car ils sont tous assimilés à une seule entité dans ma tête qui est un truc avec des Z et des trucs partout. Donc j'avais très peur de ça parce que je me disais mais si c'est pareil je vais être perdu, je vais rien comprendre, ça va être l'enfer. Et au final, j'ai trouvé que j'avais pas eu de problème, qu'on s'en sortait très bien. Il n'y a pas tant de personnages que ça. Mine de rien, on a des enjeux, des très gros enjeux dans le livre, etc. Mais en fait, le nombre de personnages, il doit y avoir une dizaine de personnages max.
Euh, Ouais, moi, ça m'a plus on gêné est- sur les lieux que sur les personnages en eux-mêmes. Mais Ah vraiment, oui, les alors lieux, les pas lieux, mieux. j'arrivais pas à visualiser, j'arrivais pas à comprendre où était qui à chaque fois, qu'est-ce qui s'était passé. Et en plus, le pire, c'est que c'est les anciens noms chinois, enfin, les anciens noms de villes chinoises qui existent toujours. Donc, j'aurais aimé au moins en retirer ça de ma lecture aussi. Et ben non. Et avec un peu de chance, ils ont parfois ils utilisent le nom chinois et parfois ils utilisent le nom mongol de la ville. Ouais. Et là, c'est tout gagné. C'est ça. Ouais. Alors, par exemple, la capitale, j'ai eu 3 plombes avant de comprendre qu'il y avait que c'était la même ville quand ils parlaient de je ne sais plus quoi et de je ne sais plus quoi, parce qu'il y avait un nom mongol et un nom chinois. Et qui parlaient en fait de la même ville, quoi. Ok. Dans les distances aussi. Ouais, Moi, les distances. j'avais l'impression qu'ils étaient très très rapides en fait. Bon, c'est pas grave, hein, parce que je pense que ça m'aurait vraiment saoulé qu'ils passent 3 mois à bouger leur armée d'un endroit à l'autre, quoi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils bougent des armées énormes en moins d'une semaine, quoi. Vraiment, plouf plouf. Bon, tant mieux, au moins ça avance, ça y a pas de souci. Mais j'ai trouvé que ça allait très très vite pour bouger. Après, il y a pas mal d'ellipses aussi quand même. Enfin, je trouve que justement, elle perd pas de temps sur les déplacements, les trucs comme ça qui servent à rien, mais qu'en fait, derrière le temps passe quand même. Enfin, moi, ça m'a pas gêné. Après, je sais que dans les livres en général, je suis ultra nul pour me représenter dans l'espace où sont les choses, où sont les villes, où sont les gens, et du coup, j'ai tendance à juste me dire, ok, bah, ils sont là, très bien. Mais je suis d'accord que les noms des villes. Et après, pour le coup, les noms des villes, tu les avais quand même sur la carte, donc ça t'aide Ouais. pas à voir effectivement où c'est dans la Chine de nos jours, et ça aide pas forcément pour les distances. Mais il y a les noms et il y a les deux noms quand il y a deux noms, quoi. Bon, et du coup, vous avez une scène préférée quand même dans le bouquin? Enfin, quand même. Quand même. Oh, même. Ouais, moi j'ai bien aimé. En fait, au tout début, la divination, quand eux, avec le père et le frère, ils vont chez le devin en fait pour se faire dire le futur là, et que donc le fils, il a son destin magnifique et tout ça, et qu'elle, elle a rien. En fait, j'ai trouvé ça original en fait. Enfin, voilà. D'habitude, faut dire que dans les livres que je lis, plus ou moins quoi, en général, les personnes, elles ont de suite des destinées de folie. Ils vont sauver le monde, ils vont faire régler la faim dans le monde aussi, tout ça. Et en fait, qu'elle, elle est rien. Mais en fait, j'ai trouvé ça très choquant. Enfin, mais c'était original et je me suis dit ah ouais tiens c'est et direct, on te dit que tu vas rien faire dans ta vie, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ce petit passage très très rapide, mais vraiment pas mal du tout. Et toi, Jean-Jean, t'as une scène préférée? Moi, alors j'ai cherché un peu pour une scène préférée, parce que globalement, moi, les scènes que j'ai bien aimées en général, c'était toutes les petites scènes d'interaction. J'ai vraiment bien aimé toutes les scènes d'interaction, que ce soit entre Zhu et Ma, quand elle se drague, la scène où elle concrétise toutes les deux. Je trouvais que c'était une scène très satisfaisante, surtout qu'on n'a pas eu la concrétisation entre Ouyang et Sen, donc au moins on a eu entre Ma et Zhu. Mais donc j'ai bien aimé, d'une part j'ai bien aimé toutes ces scènes d'interaction entre personnages, que ce soit voilà, Zhu et Ma, Zhu et Xuda, Zhu et Yuchun, le gamin, les scènes entre Essen et Ouyang, globalement les interactions entre personnages, même entre personnages qui s'aiment pas, genre les interactions entre Ouyang et Wang, je trouvais qu'elles étaient intéressantes. Mais en scène particulière, peut-être je dirais le combat entre Zhu et Ouyang, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe mal pour elle en fait. Parce que pour l'instant on était quand même dans une dynamique de un truc insurmontable, je le surmonte parce que soit je suis assez intelligente, elle est quand même assez intelligente, soit j'ai de la chance, soit un mix des deux. Et là elle va voir le mec, elle lui dit non mais en fait vas-y, la ville elle est attaquée machin. Et là il lui montre le papier, il dit en fait je sais, j'en ai rien à foutre. Et elle est là genre j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu que
en fait, c'était un traître lui aussi, et qu'il allait laisser tomber la ville. Et quand il la transperce, moi j'étais... qu'est-ce qui se passe? Et après, en fait, elle est pas morte. Oh, spoiler alert encore. Mais sur le coup, j'ai trouvé que... Enfin, après aussi parce que peut-être je suis naïf et j'avais pas complètement conscientisé que bah elle pouvait pas mourir machin. Et en fait, moi, c'est un moment où j'ai complètement cru que potentiellement elle pouvait mourir et que ça faisait un truc de... Enfin, ouais, moi, ça a vachement marché sur moi cette scène. J'ai trouvé... Voilà, j'ai bien aimé. Et toi, Nanfa? Moi, ma scène préférée, ça va être horrible, c'est la scène où il y a le frère et le père qui meurent. J'ai trouvé ça assez, enfin, vraiment, mais super glauque, mais super bien fait. Ce Le frère et le moment, père du début, on est d'accord. voilà, le frère et le père du début. En fait, le père meurt de faim après avoir été immonde avec elle. Le frère le frère se laisse mourir en voyant que son père est mort. Et vraiment et Zou, elle comprend pas. Mais qu'est-ce que, mais bouge-toi. Enfin voilà, elle s'active, elle cherche à bouffer et tout parce qu'ils sont en train de crever de faim. Et vraiment, à ce moment-là, on ressent la faim, on ressent le scandale que elle ressent à voir son frère qui se laisse crever. Et ouais, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une tension dramatique de fou dans ce moment-là. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, mais tout le début de manière générale, je trouvais que tout le livre globalement, mais effectivement tout le début on sent vraiment la fin et cette scène est très... Et Claude qui se laisse mourir, elle est genre, mais tu dois devenir, t'as la grandeur qui t'attend, qu'est-ce que tu fais? En fait, elle est dégoûtée parce que elle a son destin. Le gâchis. Donc voilà. Et du coup, vous attendez des trucs particulièrement pour la suite? Parce que du coup, là, c'est un tome 1. Normalement, il va y avoir un tome 2 qui sortira, on ne sait pas trop quand. Mais un jour. Bah, moi, j'avoue que en fait, j'étais presque déçu que ce soit un tome 1 et pas comment on dit, un tome unique, quoi. Je trouve que la fin aurait très bien pu être une fin ouverte. Alors, c'est fou que je dise ça parce que vraiment, je déteste les fins ouvertes. Enfin, en général, j'ai horreur des films qui nous disent pas la fin et je suis genre, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui arrive au personnage, etc. Et mais vraiment systématiquement, quoi. Et là, pour une fois, j'étais dans la vie inverse, je suis en train de me dire, mais en fait, ça serait presque bien que ça finisse là, genre, on nous a tout mis en place. Et bah là, ok, il va y avoir des grosses guerres, enfin... Voilà, en fait, donc du coup, j'ai pas trop d'attente pour la suite, parce que j'ai presque l'impression que ça peut que être moins bien, parce que j'ai l'impression que toutes les étapes intéressantes de surpasser l'adversité, surpasser son destin, surpasser son acceptation d'elle, parce qu'à la fin, elle a quand même globalement accepté le fait qu'elle soit une femme, ou Yang, il a globalement accepté sa trahison, etc. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous les deux fini leur développement personnel, et qu'il reste plus qu'à dérouler la guerre de conquête. Donc là, comme ça m'intéresse pas trop. Donc du coup, qu'est-ce que j'attends? Je dirais peut-être, j'attends d'être surpris et d'être intéressé quand même, et que en fait, il se passe des trucs, et peut-être leurs interactions à eux deux, ça peut être intéressant. Je pense quand même les 2 fois où ils ont interagi directement, pour l'instant, je trouvais que c'était des scènes intéressantes. Du coup, la scène du combat et la scène où après elle va le voir dans la tente en mode hey, salut, c'est encore moi, tu veux pas me rendre service s'il te plaît? Ouais, tu m'as coupé la main, mais je m'en fous en fait. Ouais, peut-être leurs interactions à eux deux, ça peut être intéressant, mais sinon je suis quand même assez dubitatif sur la nécessité de ce tome 2 en tout cas. Et toi, Yoda? Moi, je suis pas du tout intéressée par un tome 2. Vraiment. Déjà parce que je me suis spoilée, du coup. Voilà.
Donc en gros ça va. Ensuite je suis un peu ronchonchon sur les éditeurs, j'aimerais bien qu'ils écrivent que c'est un tome 1 quand c'est un tome 1 sur leur bouquin. Et le truc ça m'énerve, parce que franchement ça leur coûte quoi d'écrire tome 1 parce que là tu pars sur l'idée que c'est un tome unique et puis finalement non. Mais bon, comme disait John, ça peut se terminer là. Le seul truc à la limite qui m'intéresse de savoir, c'est en fait est-ce que leurs deux histoires vont finir par se recouper, Wang ou Yang et puis Zhu. En fait, est-ce que ces deux côtés-là vont finir par se regrouper? Mais dans le fond, non, c'est bon, puisqu'en fait, l'histoire, en fait, là, c'est bon, je la connais. Ça m'intéresserait de savoir comment elle fait pour avoir 30 gamins à la fin, quand même. Mais à part ça, voilà, quoi. Je pense pas lire le tome 2. Voilà. Je te raconterai comment elle fait ces gamins. Merci. Elle va aller les adopter quelque part en secret et personne n'en saura rien. Ouais, moi c'est un peu pareil, hein. Je vois pas trop l'intérêt d'un tome 2. J'ai pas suffisamment aimé le tome 1 de toute façon pour me lancer dans un tome 2 quoi qu'il arrive. Surtout que au moins dans le tome 1 il y avait une progression, on voyait le personnage devenir de plus en plus désagréable. Là c'est bon, elle est déjà bien assez désagréable. Donc et puis a priori moi aussi je me suis spoilé la fin. Ça va pas s'arranger quoi. Donc bon. À la limite, il y a juste une piste qui a été ouverte et qui n'est pas fermée. C'est tout un truc autour d'une espèce de dynastie de commerçants là, qui a été rapprochée par Wu Yang et qui ont l'air de faire un peu des magouilles dans leur coin et peut-être, enfin par Wu Yang et par Wang surtout. Et peut-être que là, il y aura un petit truc derrière, mais enfin, de toute façon, tout ce qui est vraiment problématique autour de l'identité, autour du genre, tout ça, c'est déjà résolu, comme le dit Jonjon. Et ouais, je vois pas trop ce qu'un tome 2 apportera de plus, à part conclure la grande histoire. Mais au final, ils auraient fait un espèce d'épilogue pour conclure la grande histoire, ça m'allait, quoi. Et dans ce cas-là, c'était pas la peine d'introduire ces histoires de commerçants qui, globalement, servaient pas à grand-chose dans ce truc. Mais... Et les commerçants, d'ailleurs, aussi, ils sont pas mongols, d'après ce que j'ai Non. fini par comprendre. Ouais, voilà. Donc, et puis, ils se mettent plus ou moins du côté de Wang ou Yang, quoi. Enfin, du coup, ils passent de leur côté. Donc, finalement, eux, ils leur apportent la richesse, un petit peu leur stabilité financière derrière. Et puis, leur respectabilité, en fait, de ce côté-là. Mais en fait, je me demande qu'est-ce que ça va être à eux, leur situation finalement par rapport à Zhu et puis ses foulards rouges. Est-ce que ils vont se regrouper ou est-ce que ils vont batailler entre eux? Mais alors du coup, batailler entre eux alors que finalement le problème mongol, bon, dans leur région, il est réglé. Mais au niveau national, il n'est pas du tout réglé. C'est raconté quand même direct dès l'intro. En fait, là, on est à la fin de cette dynastie. Donc derrière, il va y en avoir une nouvelle. Du coup, est-ce qu'ils vont finalement devoir aussi partir dans d'autres régions pour aller refaire une guerre? J'ai envie de dire, c'est pas super intéressant. On vient déjà de se la faire dans cette région-là, où finalement le seul intérêt, ça serait de grossir, en fait, de passer à une échelle supérieure. Dire, ok, peut-être en rajoutant les foulards rouges, plus les commerçants, ils sont plus forts, ils vont pouvoir aller se battre au nord. Bon, pour le coup, c'est pas très très intéressant. Par contre, le dirigeant mongol, de la dynastie, lui, il est toujours vivant, lui, pour le coup, à ce moment-là de l'histoire, donc va falloir régler le problème aussi. Je suis pas sûr qu'ils s'allient au final les foulards rouges et les commerçants. En fait, les commerçants, je pense qu'ils ont très envie d'avoir leur petite indépendance, leur truc avec leur argent, leur machin. Ils ont en plus leur propre Mandate of Heaven. Je sais pas comment c'était oui, français. Exactement. Donc effectivement, ça peut être un peu un enjeu du tome 2. Parce qu'en fait, tous les Chinois vont pas subitement s'allier juste parce qu'ils sont Chinois et qu'ils sont ennemis avec les Mongols, parce qu'ils vont avoir chacun leurs envies. Mais ouais, voilà. Mais après, je pense que du coup, ce que tu disais, Yoda, sur les éditeurs qui marketent pas le truc comme un tome 1,
En un sens, je trouve que là, en l'occurrence, ça peut se justifier par le fait que le livre, voilà, il est complètement autosuffisant et que il n'a pas du tout besoin du tome 2 qui peut être lu indépendamment et que du coup, en fait, en un sens, le marketer comme un livre indépendant, c'est pas absurde parce que justement, si tu as des gens qui veulent pas lire une duologie, en fait, ça pose pas vraiment de problème à part de se dire et je pourrais lire une suite du truc. Voilà, pour prendre un peu leur défense, même si je suis plutôt d'accord avec toi dans l'idée et que quand je me suis fait avoir la dernière fois en lisant Grishmer de Isabelle Vautian en premier alors que c'est le tome 2, j'étais dégoûté. Ah ouais, pour le coup, je trouve que ils sont très indépendants aussi, ces deux trucs. Il n'y a pas forcément. C'est deux livres dans un même univers, mais je trouve pas que c'est vraiment un top 2. Oui, non, tout à fait. Genre, juste, il a été écrit après. Mais... Il a été écrit après, ouais. Mais... Bref, ce n'est pas le sujet. Non. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. À part si vous avez d'autres choses à rajouter. Je réfléchis, mais... Bon, je pense que j'ai dit tout le bien que je pensais de ce livre. Et moi, tout le mal que je pensais de ce livre. Voilà. Non, peut-être en point négatif. Allez, je vais vous trouver un nouveau point négatif. J'ai pas trop compris le titre. Je trouve que... Celle qui devint le soleil, bon, ok, il y a l'idée de... elle va entrer dans une progression et machin. Donc à part si on se dit le soleil c'est l'empereur et du coup elle va devenir l'empereur et machin. Ok, mais là elle y est toujours pas et... Je sais pas, moi j'ai pas été convaincu par le titre. Voilà, ça sera ma critique. Alors que moi le titre je le trouve très beau. Dans l'absolu. Après, effectivement, je trouve qu'il va pas très très bien, mais je trouve que le She Who Became the Sun, je trouve que c'est hyper poétique, c'est hyper évocateur. Et, je sais pas, je trouve que dans l'absolu, c'est un titre sublime et qui marque, quoi. Tu te dis, j'ai envie de lire ce livre. Contre, le titre est vraiment très beau. Et pareil, la couverture est très belle. Il est beau. Il est très beau. À part dire, ok, ça se passe en Chine, je trouve que c'est pas très représentatif non plus du livre, quoi. C'est vrai. Mais il est très beau et le titre est effectivement très poétique. Il est très très beau, puis ils ont fait du bon boulot sur l'édition française parce que même la tranche en fait est très très belle. C'est vrai. Bon, ben, je pense que du coup, c'est peut-être le moment de conclure. Ouais. On a dit beaucoup de choses déjà. En conclusion, peut-être, si je sais pas si des gens nous écoutent toujours et si vous êtes d'accord ou pas avec nous, il vous reste quelques minutes pour nous le dire avant qu'on quitte. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il faut dire ? J'allais dire. On vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous sur le forum de toute façon pour discuter du bouquin et de vos avis, quoi qu'il arrive. Si vous n'avez pas eu le temps ou si vous nous regardez en replay. N'hésitez pas à venir nous donner vos commentaires sur le forum ou sur YouTube, puisqu'il y aura un replay sur YouTube. Vous pouvez, comme c'est en train de devenir la traduction, nous mettre un petit commentaire en mettant à la fin de votre commentaire un petit soleil. Ça nous fera plaisir, comme ça on verra que vous avez écouté jusqu'à la fin. Et voilà. Et sinon, on se donne rendez-vous a priori lundi prochain pour parler des dernières news de House of the Dragon. On vous fera une annonce plus officielle de la date du Twitch, mais a priori ça se dessine vers lundi prochain. Parce qu'il y a plein de trucs à dire et que ce week-end il y a en plus il y a le Comic Con de San Diego ce week-end, donc il y a des chances qu'on ait encore des nouveautés à décrypter, donc on les attend de pied ferme parce que certes on lit plein d'autres bouquins, mais quand même on attend aussi House of the Dragon. Et voilà, et puis sinon on se retrouve nous dans un mois pour débriefer des Enfants du passé de Luce Baster. Et le 17. Le 17 août.
Et en attendant, on vous souhaite de très très belles lectures. N'hésitez pas toujours à venir nous en parler sur le forum de la garde de nuit. Voilà. Et des gros bisous à tous. Bisous. Et hydratez-vous bien avec la canicule. Bisous, bisous.